Régine Pernoud, merci d'abord, je l'ai dit, je le répète. Vous avez écrit La femme au temps des croisades chez Stock, après La femme au temps des cathédrales. Et je voudrais vous résumer ce qu'on sait de la femme au temps des croisades. Un matin, son mâle de mari décide de partir pour la croisade. Il sort de sa poche son trousseau de clés. Il boucle la ceinture de chasteté dont il a préalablement revêtu sa dame. Et il s'en va avec d'autres hommes pour la croisade. Et la dame attend plus ou moins bien. C'est ça, non ? Écoutez, c'est évidemment l'image qu'on s'en faisait, disons, au début du 19e siècle. Je crois que quand même ça s'est tout de même un peu estompé par la suite. Mais j'ai été moi-même stupéfaite de voir qu'on parlait encore de la ceinture de chasteté. C'est quand même drôle. D'ailleurs, c'est drôle. Bon. Et on n'en parle guère plus que sur le mode facétieux, comme vous venez de le faire. Ah, alors, je vais vous en montrer une tout à l'heure si nous avons le temps. Une vraie ceinture de chasteté. Elle est du 19e siècle. C'est une ceinture de chasteté laïque du 19e siècle. Je l'ai là dans une encyclopédie du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Encyclopédie d'ailleurs qui est sortie pour le premier centenaire de la Révolution, ce qui est intéressant. Oui. Et en attendant de vous montrer cette ceinture de chasteté laïque, car je voudrais bien ce soir aussi, moi, vous apprendre quelque chose, Régine Pernoud. Revenons-en à ces croisades où les pauvres femmes restent bouclées tandis que les hommes vont guerroyer. Voilà, ce qui est exactement le contraire de la vérité. Car, en réalité, pour ce qu'on appelle croisade, et vous savez que croisade, si vous aviez dit croisade à un homme du XIIe ou du XIIIe siècle, il aurait dit, pardon, de quoi parlez-vous ? Croisade est un mot moderne qu'on voit utilisé pour la première fois dans le cours du XVIIe siècle et qui n'a jamais été prononcé au Moyen-Âge. À l'époque de ce que nous appelons croisade, il y avait des croisés et des croisés ES, car les femmes partaient presque en aussi grand nombre que les hommes, peut-être un peu moins nombreuses, mais elles partaient comme les hommes, parce que ils n'avaient pas l'idée les uns et les autres de partir tellement pour une expédition militaire que pour un pèlerinage. Et pour les pèlerinages à l'époque, c'est toute la famille qui s'ébranle. Et pour ce que nous appelons croisade, on s'aperçoit que, Godefroy de Bouillon, lui, n'était pas marié, il est parti seul. Enfin, il est parti avec ses hommes et ses femmes, et les femmes de ses hommes, c'est-à-dire avec sa ménie. Ceux qui l'accompagnaient, ceux qui vivaient, qui ont voulu partir, puisqu'il s'agissait uniquement de volontaires. Mais son frère, Baudouin de Boulogne, est parti avec sa femme, qui était une Normande d'ailleurs, Godevert de Tony, et avec ses enfants. Et puis quand, en traversant la Hongrie, le roi Koloman a peur des pillages, eh bien, il demande à avoir des otages, et des otages sérieux. Et qui a-t-il en otage ? Eh bien, Baudouin, sa femme et ses enfants. Et c'était normal. Vous êtes bien consciente que ce que vous dites là est une véritable révélation qui bouscule ce qui a été appris non seulement dans les écoles, mais oui, ce qui est enseigné, j'allais dire, sur les ondes, et ce qui fait partie de l'imagerie. Vous en êtes consciente ? Oui, je dirais que moi-même, j'en ai été surprise il y a de ça 25 ou 30 ans, n'est-ce pas ? Ou même un peu plus, puisque, étant donné mon grand âge, il y a déjà longtemps que je me suis penché sur ces questions-là. Mais enfin, j'avais tout de même écrit un premier ouvrage qui s'appelait « Les croisés », qui a été réédité et refait sous le titre « Les hommes de la croisade », et c'était encore les hommes. Mais je grillais dès ce moment-là d'en écrire un dans lequel, et d'ailleurs je parlais des femmes aussi bien que des hommes, dans les hommes de la croisade. Ce qui a fait que ce mouvement
a duré aussi longtemps et qu'il y a eu des établissements stables dans le Proche-Orient, c'est précisément parce qu'il y avait des femmes. Car beaucoup de ces chevaliers partis pour reconquérir le tombeau du Christ, c'était ça la première préoccupation. Le tombeau du Christ, c'était le fief de la chrétienté. Et il s'agissait de pouvoir aller visiter librement le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. Et deuxième préoccupation, ça a été tout de même de secourir les Syriens chrétiens, car il y avait beaucoup de chrétiens en Palestine. Les Arméniens, des Arabes, des Syriens, et d'ailleurs, même, je me souviens de la première fois où je suis allé à Jérusalem, ça remonte une vingtaine d'années, je ne me rendais pas compte moi-même qu'il y avait encore une population d'Arabes chrétiens. Beaucoup, il est vrai, émigrent. Mais enfin, il y avait encore à ce moment-là une population d'Arabes chrétiens importante. Alors, quelques-uns de ces chevaliers épousent des femmes du pays, ils épousent des Arméniennes, ils épousent des Syriennes, quelquefois même, c'est arrivé plus d'une fois, des Sarrasines baptisées. Mais pourquoi est-ce que le royaume a pu s'établir et durer? Parce qu'il y avait des femmes, c'est-à-dire promesse d'un établissement durable, promesse de descendance. Les femmes, ce sont elles qui restent là, et puis qui transmettent la vie, et puis qui administrent au besoin le royaume. Quand on pense qu'on connaît si mal la reine Mélisande, par exemple. Or, tous ceux qui sont allés à Jérusalem ont admiré l'église du Saint-Sépulcre. Et qui a fait qui a fait le clocher de cette église du Saint-Sépulcre, qui a été entreprise dès l'arrivée, dès la prise de Jérusalem, eh bien c'est la reine Mélisande. C'est grâce à elle que le Saint-Sépulcre a pu avoir cette somptueuse couverture d'un édifice complet, rassemblant à la fois le calvaire et le lieu du sépulcre, ce qu'on appelait l'anastasis, le lieu de la résurrection, et c'est la reine Mélisande qui l'a inauguré 40 ans jour pour jour, le 15 juillet 1149. Jérusalem avait été prise le 15 juillet 1099, et c'est la reine Mélisande qui a inauguré l'église du Saint-Sépulcre, celle que les pèlerins visitent encore aujourd'hui. Alors je me permets de vous interrompre parce que j'imagine la stupeur de nombre d'auditeurs, et je vous confesse qu'avant de vous avoir lu depuis 25 ans, pas plus, j'aurais pu découvrir ça plus tôt. Avant de vous avoir lu, j'étais moi-même convaincu, premièrement, de l'existence des ceintures de chasteté. Deuxièmement, je voyais les militaires partant pour la croisade comme les poilus de 14. Voilà. On imagine des gens qui marchent en rang, n'est-ce pas? Avec un lieutenant, un commandant, un capitaine, que sais-je. Vous avez donc révélé quelque chose sur quoi je souhaiterais que nous nous interrogions tout de suite. Parce que le féminisme, qui n'est pas d'hier, les mouvements féministes auraient eu tout intérêt, non pas à révéler ça, moi-même mais à tellement de féministes, mais pourquoi n'étudiez-vous pas le Moyen-Âge? Vous y trouveriez des tonnes d'arguments. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette imposture historique? Sylvie, votre réaction là-dessus? Vous avez une explication? Je pense que c'était l'intérêt
de la bourgeoisie post-révolutionnaire de ramener les femmes à la maison et de faire croire qu'il en avait été ainsi tout le temps. Ça, c'est dans beaucoup de civilisations, quand il y a un mouvement contre les femmes, contre certaines catégories de gens, on s'assure ou on s'invente une pérennité. Donc il fallait justifier la position qu'on voulait donner aux femmes par le fait qu'elle avait été tout le temps celle-là. Ça obligeait à occulter effectivement notre merveilleux Moyen-Âge. Jean Topard, bien sûr, vous intervenez quand vous le souhaitez. En ce qui concerne les textes à lire, c'est Régine Pernoud et Sylvie Dervin qui font le clin d'œil à Jean Topard, ou Jean Topard qui intervient avec son texte quand il le souhaite. Je ne m'occupe pas des textes... Pardon, oui, je vais lire quelque chose justement. Le début de l'ouvrage, qui... C'est très difficile. Lu par vous, ça prendra quelques valeurs. Bien entendu, j'ai envie de lire tout l'ouvrage, mais je n'en ai pas le temps. Alors j'ai choisi deux passages. Et j'ai choisi le début. Les clichés historiques ont la vie dure. On le remarque à propos des croisades. Et d'abord, la persistance même du terme a de quoi surprendre. Il y a bien longtemps pourtant que les médiévistes ont fait remarquer qu'il s'agissait là d'un vocable moderne, né probablement à l'imitation de l'espagnol cruzada ou de l'italien cruzetta, terme qui désignait d'ailleurs les aumônes versées au profit des captifs en Terre Sainte et non les expéditions elles-mêmes. Croisade n'est guère utilisée dans notre langage avant le XVIIe siècle. La numérotation qui leur a été appliquée, quant à elle, constitue certes un système commode, mais ne correspond à aucune réalité. Et la tentation était forte d'assimiler plus ou moins ces expéditions aux entreprises coloniales, voire aux guerres napoléoniennes. Dans un précédent ouvrage, nous nous amusions à rappeler le résumé des manuels scolaires de jadis à propos de la mort de Saint-Louis. Saint-Louis est mort de la peste à Tunis lors de la 8e croisade. Un tissu d'erreur. Il ne s'agissait pas de peste, mais de dysenterie. Le roi est mort à Carthage, et le numéro 8, assigné à son expédition, ne signifie rigoureusement rien. Les 8 croisades, entre les 7 merveilles du monde et les 9 muses de l'Antiquité, représentent une conception infantile de l'histoire, une classification hors de toute réalité. Et ce n'est pas, loin de là, le seul cliché à réviser à propos des croisades. L'image qui vient spontanément à l'esprit à leur propos est celle d'armées sur le modèle des nôtres, des troupes marchant au pas sous la direction de chefs militaires, rois, princes ou empereurs en tête. Or, tel n'est pas du tout. On leur a constaté l'impression que nous fait la lecture d'Anne Comnène. De vastes foules, hommes, femmes et enfants, écrit-elle. On imagine obstinément le Seigneur partant seul, entre hommes, laissant la châtelaine au château. Or, dans l'immense majorité des cas, les chroniqueurs nous disent le contraire. Le chevalier part et la dame aussi. Certains historiens ont cru devoir expliquer le départ de Marguerite de Provence au XIIIe siècle, aux côtés de Saint-Louis, son époux, par son désir de fuir sa belle-mère, la Reine Blanche. Que dire alors de sa sœur Béatrice, partie avec son mari, Charles d'Anjou, et qui n'avait pas de belle-mère proche à redouter? Et que dire d'Elvire d'Aragon, partant avec son époux, Raymond de Saint-Gilles? L'usage général, en réalité, c'est de voir les couples partir ensemble, les dames accompagnant normalement leurs époux. La question ne s'était pas posée pour un Godefroy de Bouillon parce qu'il n'était pas marié. Elle se posait en termes différents lorsque la défense ou l'exploitation d'un domaine important rendait nécessaire la présence de la femme en l'absence du mari, comme ce fut le cas pour une Clémence de Bourgogne, épouse de Robert de Flandre, ou pour une Adèle de Blois. Parfois encore, des raisons de santé ont pu intervenir, bien que certaines femmes aient pris le départ étant enceintes et aient accouché en route. Mais l'habitude générale, répétons-le, c'est de voir le chevalier et la dame partir ensemble. À cela une raison profonde. On ne part pas tant pour une expédition militaire, une guerre de conquête, que pour un pèlerinage.
Pèlerinage en armes, mais pèlerinage tout de même. À en oublier ce point de départ essentiel, on risque de ne rien comprendre aux croisades, vaste mouvement qui ébranla toute l'Europe. Foule incommensurable d'hommes du peuple avec femmes et enfants, tous les croix rouges sur l'épaule, dont le nombre dépassait celui des grains de sable au bord de la mer et des étoiles au ciel, qui s'étaient précipités de tous les pays, comme l'écrit non sans quelque emphase Anne comme Naine, parlant de la croisade populaire. Et plus tard encore elle écrit, cette fois à propos du départ des seigneurs, c'était l'Occident entier. Tout ce qu'il y a de nations barbares habitant le pays situé entre l'autre rive de l'Adriatique et les colonnes d'Hercule, c'était tout cela qui émigrait en masse, cheminait par familles entières et marchait sur l'Asie en traversant l'Europe d'un bout à l'autre. Jean Topard. On a envie d'applaudir. On a envie d'applaudir. On a envie d'applaudir parce que le texte de Régine Pernoud est à la fois superbe dans son écriture. Je le reconnaissais que tellement magnifié que je suis tout ému d'avoir écrit. C'est pas. Et moi, je suis tout je les ai ému entendus lire. de bénéficier et de faire bénéficier nos auditeurs de cette alliance. Alors, il faudrait s'arrêter un moment et comprendre d'où vient l'imposture. Alors, moi, j'ai ma petite explication et je vous la soumets très modestement. Jusqu'à la Révolution, les femmes régnaient en France, ou à peu près. Les salons... Vous permettez, je vous donne mon explication et je la soumets à votre critique. La vie littéraire, la vie intellectuelle étaient des salons qui n'avaient rien à voir avec les salons du 19e et encore moins avec ceux de Proust, ni avec les salonnards, étaient les salons où dans chaque salon régnait une ou plusieurs femmes. Et il y avait tellement de femmes dans les affaires de l'esprit que dans les arts, l'Académie royale de peinture et de sculpture, l'ancêtre de notre actuelle Académie des beaux-arts, qui ne compte pas une seule femme, qui n'a pas compté une seule femme depuis la Révolution, l'Académie royale de peinture et de sculpture a dû limiter le nombre des femmes, car il y en avait trop. C'est dire que la Révolution, j'ai toujours mon explication, Régine Pernoud, que je vous soumets respectueusement, c'est dire que la Révolution a séparé deux mondes, celui dans lequel la femme et l'esprit s'alliaient, d'un autre monde duquel la femme était exclue pour ce qui concerne l'esprit. Et simplement 2 ou 3 petits mots de mon copain Bonaparte, qui a donné pour instruction à la superintendante de la Légion d'honneur à Saint-Germain-en-Laye au moment où il l'a établi, il lui a dit qu'il fallait préparer les programmes de telle sorte que les femmes, et pourtant ça n'était pas n'importe qui puisqu'il s'agissait des femmes qu'il voulait donner à ses ministres, à ses maréchaux, à ses princes et dont peut-être même il souhaitait user, que ces femmes-là apprissent ce qu'il fallait pour retenir leur mari et point trop de littérature, il n'était pas question de science, et le mot connaissance dans les instructions qu'il donnait n'existait pas. Quand on pense à ce qu'était dans le simple domaine de la connaissance scientifique, la culture de Madame du Châtelet et d'autres, on croit qu'il y a eu là une césure, un fossé extraordinaire, et qu'évidemment, une fois ce fossé franchi, eh bien pour justifier la sottise dans laquelle on a tenté d'intégrer toutes les femmes au XIXe siècle, et il n'y eut que peu d'exceptions, brillantes il y en eut peu, pour tenter de justifier tout cela, on a évidemment étouffé l'histoire ancienne. Voilà mon explication. Que vaut-elle, Régine Pernoud ? Je suis pleinement d'accord avec vous, et je crois que vous êtes pleinement d'accord avec l'histoire, mais je crois qu'il faut chercher encore un peu plus loin, parce que, en réalité, quelle a été la dernière femme couronnée, la dernière reine de France couronnée ? Marie de Médicis, 1610. Et elle l'a été
Très peu de temps d'ailleurs avant l'assassinat de Sonny Henri IV, elle finalement elle ne s'est pas du tout imposée comme reine et elle est morte, on a même dit dans la misère, en tout cas dans l'abandon. Ni Marie-Thérèse ni Marie-Antoinette n'ont été couronnées. Et déjà avait paru en 1593 exactement le fameux arrêt, le maître du Parlement de Paris, interdisant à la femme toute fonction dans l'État, qui refoulait la femme de toute fonction politique. C'était un début. Remarquez, si on creuse vraiment les racines, on s'aperçoit que tout cela vient de la remontée du droit romain. Et on en saisit les premières racines de cette remontée du droit romain à l'extrême fin du règne de Philippe le Bel. Quand Philippe le Bel limite le droit de succession des femmes au trône. Et ça, c'est un décret qui prend en 1314, aux applaudissements de l'Université de Paris, qui déjà était peuplée de maîtres en droit romain. Encore que le droit romain, on n'a pas eu le droit de l'enseigner, on se rendait compte qu'il fallait s'en méfier, et on n'a pas eu le droit de l'enseigner à Paris avant le milieu du XVIIe siècle. Mais enfin, on l'enseignait à Toulouse et partout ailleurs, et en réalité, les parlements étaient peuplés de gens qui se gargarisaient de droit romain. Et tous les grands ouvrages de juristes du XVIe et du XVIIe siècle reprennent le droit romain et lui donnent même une couleur peut-être encore plus antiféministe que celui qu'il avait réellement, enfin, en tout cas dans les instituts ou les choses de justice. Mais le droit romain n'était pas totalement entré dans les faits, puisque nous avons le témoignage, l'attestation qu'au XVIIIe siècle, les femmes étaient importantes, et cette fameuse lettre d'Olympe de Gouges à Robespierre lui disant « Nous avons bien le droit de monter sur l'échafaud, nous pourrions peut-être avoir aussi d'autres droits », était une réaction de l'Ancien Régime devant la barbarie qui naissait. Oui. En réalité, le droit romain ne redevient le droit français qu'avec l'apparition du Code civil, du Code Napoléon. Mais il y avait déjà un mouvement. Rappelez-vous que tout de même, les salons, oui bien sûr, mais qu'est-ce qui recommence les salons et qui essaye à travers les salons de donner plus d'éclat et de raffinement à la langue française, Madame de Rambouillet, mais les précieux sont déclarés ridicules par Molière. Quant aux femmes savantes, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est le titre d'une comédie qui n'est guère aimable pour les femmes. Donc déjà, il y a un mouvement, et la reine, en tout cas, est écartée carrément du pouvoir. Maintenant, au XVIIIe siècle, vous l'avez fait remarquer, il y a une renaissance de l'intérêt, même des femmes, dirais-je, pour les sciences, et c'est autour d'elles que revivent les salons. Il est certain que Napoléon a mis le dernier point à cette exclusion des femmes, et qu'au XIXe siècle, il est entendu que les femmes apprennent ce qu'on appelle les arts d'agrément. Le reste ne doit pas les intéresser. Je crois que la première femme médecin qui ait eu le courage, c'est 1900 et quelques. Pardon, 1900 et quelques. Il y a eu une diplômée à la fin Il y en a une avant, 1875, mais elle a été quasiment seule. Vos réactions, Sylvie Dervin, sur cette mise au point?
oui, effectivement, la remontée du droit romain, c'est une chose qui a été notamment sensible au moment de la Renaissance. Voilà. Et quand j'ai un petit peu travaillé sur la femme de la Renaissance, j'ai découvert qu'effectivement, par rapport à la femme du Moyen-Âge, il y avait déjà des restrictions de ces droits, parce que on était effectivement tous les hommes de la Renaissance étaient on revenait à l'Antiquité aussi bien sur le plan des arts et de la littérature que sur le plan du droit. Vous avez lancé une bombe, Régine Perny, dans ce monde où un certain nombre de féministes ont du pouvoir, et dans ce monde qui célèbre à peine la première génération de 68 arts, vous avez lancé une bombe en révélant que du 8e au 16e siècle, ce qui n'est pas rien, 8 siècles, les femmes pouvaient se marier à 12 ans sans le consentement de leurs parents parce qu'elles étaient majeures. Absolument. Et je n'ai pas vu de réaction à cela. Les féministes auraient dû venir à genoux, la tête couverte de cendres, demander pardon de n'avoir s'en être pas rendu compte. Mais le problème du féminisme en France, c'est qu'il est complètement prisonnier du mythe de la Révolution. Comme d'ailleurs beaucoup de courants idéologiques dans ce pays, on n'arrive pas du tout à admettre une théorie qui ne postulerait pas que la Révolution était un absolu progrès dans tous les domaines. C'est très très embêtant pour le féminisme parce que c'est vraiment l'inverse. C'est vrai. Or, c'est très juste. Pour le bicentenaire, on aurait pu parler de ça. Oui, c'est vrai. On aurait pu. Alors, moi, j'ai été très déçu de voir combien c'était à courte vue et quelle courte documentation aussi était utilisée. Parce qu'enfin, tout de même, justement, celle qui a essayé de promouvoir les droits de la femme, la pauvre Lhomme de Gouges, elle a été proprement exécutée. Oui. Et sa lettre à Robespierre est un des plus beaux documents spontanés que je connaisse. Elle en a fait une affiche. J'aimerais bien qu'il y ait sur nos murs, à la place des graffitis, des taggers. Et en plus, on a d'elle une image, là aussi, pas très sympathique. On en parle comme d'une harengère. Ou d'une homasse. Voilà. Alors qu'en fait, c'est vrai que ces textes sont intelligents, sont tout à fait courtois, et elle pourrait tout à fait faire partie des nôtres. Il n'y a vraiment pas de raison de lui tailler une telle réputation. Je confierais volontiers un libre journal à Olympe de Gouges. Ah oui. Jean Topard, il y a combien d'années que vous savez, ou de décennies, que pendant 8 siècles, c'est-à-dire l'époque qui a fait les cathédrales et les croisades, ce qui n'est pas rien dans le domaine de la civilisation chrétienne, que pendant 8 siècles, les femmes pouvaient se marier à 12 ans sans le consentement de leurs parents. Est-ce que c'est une chose qui vous a frappé, ou... Non, je ne le savais pas. Eh bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et que c'est dès le 8e siècle que l'Église écarte complètement le consentement des parents pour le mariage des enfants. Et ce consentement des parents obligatoire pour le mariage des enfants, ça ne reviendra qu'en 1534 ou même un peu plus tard, je ne sais plus, au juste, mais enfin, par le Concile de Trente, voilà. Et d'ailleurs sur l'intervention des agents français du roi Henri II. Vous savez, l'explication est très simple, c'est qu'il y a connivence entre les deux camps ennemis pour faire le silence sur cette affaire. Il y a les fanatiques, il y a les partisans de la Révolution, qui évidemment ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait et qui ne veulent pas que la lumière surgisse sur l'histoire ancienne. Et puis il y a les traditionalistes, nos amis, mes amis, qui malheureusement très souvent fondent leur tradition au XIXe siècle et dont de telles informations précisées viennent troubler le sommeil. Et si bien qu'on en arrive à cette situation folle où les traditionalistes et leurs ennemis s'accordent pour faire le silence. Et où finalement les traditionalistes, dont les révolutionnaires ont coupé le cou,
qu'ils ont persécutés s'accordent avec les révolutionnaires pour que leur tradition soit en aval de la révolution. Je crois qu'on a trop tendance à confondre tradition avec usage dont on ne vérifie même pas quand il s'est établi. Alors voilà une question. Une question d'auditeur technique à votre endroit. Où Régine Pernoud puise-t-elle ces informations ? Dans l'histoire du droit, évidemment. Il suffit de lire le petit manuel d'histoire du droit de la collection Thémis, tout n'y est pas. Ou alors, si on veut davantage, dans la collection Jean Bodin. Il y a 2 gros volumes de la collection Jean Bodin qui sont consacrés à la femme, qui restent d'ailleurs assez incomplets sur la femme au XIIe siècle, mais enfin, sur la femme au XIIIe, il y a des travaux assez sérieux. Alors qu'ils lisent les travaux de Jean Mess, de John Gillissen, de Jean Gaudemet. C'est très simple. Jean Gaudemet a écrit tout un ouvrage sur l'histoire du mariage, qui est absolument remarquable. Seulement, il faut le lire, bien sûr. C'est un ouvrage d'histoire du droit. Il y a un autre auditeur qui nous adresse un message et moi je suis complètement d'accord. Ne croyez-vous pas que l'Académie française s'honorerait en faisant un clin d'œil à Régine Pernoud pour qu'elle siège sous la coupole ? C'est infiniment gentil, très gentil, mais je m'excuse, vous savez, il y a la remarque de cet humoriste anglais qui disait c'est curieux de voir combien les gens, au bout de quelques années, ont envie d'avoir un fauteuil pour s'asseoir. Et ils veulent un fauteuil soit de PDG, soit d'académicien, soit etc. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore besoin d'un fauteuil, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, je suis plus désireuse d'avoir un taxi pour circuler ou de me servir quitte à me servir des transports en commun, mais le fauteuil, ça ne me tente pas. Il n'empêche que ce serait une bonne idée, une juste idée et hautement symbolique. Oui, mais enfin, l'Académie française, c'est une institution du XVIIe siècle et une institution rigoureusement masculine. Non, moi, je veux bien d'une cour d'amour. D'accord. Ah oui, d'accord. Le jour où on instituera des cours d'amour, je suis entièrement d'accord. Là, je suis preneur. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, car nous devons nous identifier au moins 3 fois par heure. Vous écoutez Radio Courtoisie, 95,6 MHz, et que nous sommes en train, vous l'aviez remarqué, de parler de la femme dans l'histoire, autour de Régine Pernoud, qui vient de publier La femme au temps des croisades chez Stock, avec Sylvie Dervin, qui vient de publier également chez Stock, et c'est presque un hasard, La cendre et le jasmin, avec Jean Topard, qui nous fait le très grand honneur d'être là ce soir. Jean Topard, je voudrais vos réactions sur ces choses surprenantes que vous entendez de la bouche de quelqu'un dont la qualification dans le domaine de l'histoire est incontestée, universellement incontestée, et dont les positions politiques ne sont pas celles des féministes du trottoir. N'êtes-vous pas surpris que l'historienne de Jeanne d'Arc, je dirais presque le poète de Jeanne d'Arc, puisse faire de telles révélations qui sont finalement fracassantes? Non, la vie de Régine Pernoud le don de vie que je viens de redécouvrir 20 ans après, parce qu'elle m'a rappelé en arrivant ici que nous avions travaillé ensemble il y a 20 ans. Sur scène. Mais alors ça m'a touché beaucoup. J'adore ces cadeaux de la vie qui vous font rencontrer des êtres avec lesquels on a travaillé. Ce sont des vrais cadeaux. Je crois beaucoup aux cadeaux de la vie. Il faut les mériter. Et on rencontre ces gens, en effet, 20 ans après. Et ça me touche beaucoup. Et je suis très envahi par ces choses-là et je suis incapable de dire ce que... J'aime la femme et j'aime l'écrivain. Mais cette rencontre m'a beaucoup touché. Merci. Je souhaiterais que Sylvie Dervin pose des questions à Régine Pernoud.
Oui, je voulais poser une question ou m'assurer d'une petite idée que j'ai, parce que Jean a dit tout à l'heure que à partir du moment où effectivement on est installé dans le Code Napoléon, une des choses qui adviennent aux femmes, c'est qu'on leur interdit l'accès à la littérature. Et je me suis souvent posé la question, comme je suis romancière, je travaille pour mon sein, de ce qu'était le roman et d'où il venait. Et il n'est pas, ça n'est pas un mode d'expression qui est apparu dans toutes les civilisations. Il est apparu en Occident, je crois, justement à cette période. Au XIIe siècle. Voilà. Et il me semble que ça n'est peut-être pas tout à fait un hasard que ça ait surgi dans l'Occident chrétien, parce que les Grecs inventent la tragédie peut-être parce qu'ils ont envie de faire parler l'homme avec les dieux, et peut-être qu'au moment où le roman naît, on a envie dans l'Occident chrétien de s'interroger sur les relations que les hommes ont les uns avec les autres. Parce que c'est vrai que l'essence du roman, c'est de travailler en profondeur sur les relations que les humains ont les uns avec les autres, notamment dans les histoires d'amour. Et je pense que c'est aussi lié au message chrétien lui-même, à ce que l'Occident porte comme message, qui est « aimez-vous les uns les autres ». Et je me demande si c'est pas une des raisons pour lesquelles le roman a fleuri en Occident au XIIe siècle et pas n'importe où ailleurs. Je suis tout à fait persuadé, quant à moi, et d'ailleurs c'est vérifiable, de l'influence de la femme sur la naissance du roman. Où naît le roman, vous voyez, Chrétien de Troyes, mais auprès de Marie de Champagne, cette exquise Marie de Champagne, qui ressemblait beaucoup à sa mère, Aliénor d'Aquitaine, qui tenait elle aussi des cours d'amour. Le traité de l'amour d'André le Chapelain parle des jugements émis par Aliénor d'Aquitaine, mais aussi il y a la fameuse lettre qu'a envoyée, qu'il a reproduite, qu'a envoyée Marie de Champagne sur un jugement de cour d'amour. Et le roman naît dans cette atmosphère de courtoisie. Nous sommes très bien placés pour en parler, de courtoisie et de femmes inspiratrices des poètes et s'intéressant aux œuvres, à tout ce qui naît comme œuvres littéraires, et je dirais même œuvres scientifiques, évidemment, selon l'état de la science, parce que on sait par exemple que le bestiaire de Philippe de Thon, qui est le traité d'histoire naturelle de l'époque, est dédié à Aliénor d'Aquitaine. Le roman de Brut est dédié à Aliénor d'Aquitaine. Ce sont des femmes qui, par leur intérêt pour l'œuvre littéraire et poétique, font naître autour d'elle toute une série d'œuvres littéraires et poétiques. Il y a aussi des femmes qui écrivent. Marie de France, dont on ne sait pas au juste si elle est anglaise ou française, ou sœur d'Henri Plantagenet, ou abbesse de Barking, enfin on a émis plusieurs hypothèses, mais enfin les laits de Marie de France sont de merveilleux poèmes dont chacun est un roman d'amour souvent condensé, tenant en quelques vers ou quelques strophes, mais admirable, d'autant plus admirable justement. Le lait de l'Oiselet, le laustique, enfin, le lait de la rencontre de Tristan et Iseux, bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Tout aboutit à ces deux vers, et c'est un merveilleux poème qui nous place à l'orée d'une forêt un matin de printemps, etc. Et voilà la littérature, voilà les lettres du temps, et cet épanouissement-là est dû aux femmes, c'est évident, mais à des femmes qui dressaient
comme idéal, si vous voulez, celui du prince lettré, qui était très exigeante, qui exigeait du chevalier, par exemple, que non seulement il sache manier l'épée, mais qu'il sache aussi, comme le dit Bernard de Ventadour, avec dame parler courtoisement d'amour, etc. Et voilà quel est l'idéal, en quelque sorte, de ce XIIe siècle. Je m'étais promis que nous ne descendrions pas des hauteurs ce soir, mais quand même, en vous entendant, je ne peux pas ne pas rappeler, ayant dit tout à l'heure que les révolutionnaires avaient voulu jeter un voile sur l'histoire d'Ancien Régime, je ne peux pas ne pas rappeler qu'il y a quelques mois, un Premier ministre du nom de Michel Rocard a dit à la tribune de l'Assemblée que l'Église en France s'était interrogée pendant des siècles pour savoir si les femmes avaient une âme. Il a dit ça. J'avoue que j'ai été stupéfaite de voir qu'une pareille sottise avait encore cours. Évidemment, elle a le visa, si vous voulez, le sceau de la grande encyclopédie. Mais je ne sais pas, on sait bien d'où c'est tiré, d'un passage de Grégoire de Tours racontant la bévue d'un évêque. Pardon ? La bévue d'un évêque. Voilà, la bévue d'un évêque lors d'un concile auquel il n'a pas assisté, puis c'est un concile du 5e siècle. Mais enfin, Grégoire de Tours raconte qu'il y a eu là un vieil évêque qui demandait si le mot homo voulait dire homme et femme, ou simplement homme en général, l'humanité, est-ce que ce n'est pas uniquement les hommes, la partie mâle de la création. Bon, et dit-il, ses confrères remarquent du vieil évêque. Ça n'a même pas été retenu comme, en général, dans les canons de concile, on énumère toutes les questions importantes qui ont été abordées. Celle-là n'est même pas abordée. Mais, ça, ce Grégoire de Tours a piqué quand même l'attention des auteurs de la grande encyclopédie qui en ont conclu que, voilà, à cette époque-là, et ça, on le trouve répété, je me souviens une fois l'avoir entendu dire aussi par une romancière qui ne vous ressemble pas, Sylvie Dervin, quelqu'un qui, je dis ça parce qu'elle s'occupe aussi d'Extrême-Orient, mais on sent tout de suite au son, ça ne rend pas la même profondeur que ce que vous écrivez, ni la même documentation. Et je lui avais entendu dire une fois, ma stupéfaction, voilà, penser que ce n'est qu'au XVe siècle que la femme, que l'Église a admis que la femme c'est une ânerie, tout simplement. Mais c'est évident. C'est évident que c'est une ânerie, mais d'abord c'est une ânerie. À Grégoire de Tours, qui arrive à beaucoup de romanciers quand ils mettent en scène des imbéciles, on leur prête les propos de leurs personnages. C'est quelquefois très agaçant. Il est intéressant de voir que cette bourde, cette rigolade, cette blague s'est transformée en élément historique au XIXe siècle. Il est extraordinaire qu'un Premier ministre ait dit cela à la tribune de l'Assemblée, un Premier ministre qui passe pour un homme qui sait des choses, quelle sottise. Il est monstrueux. Premièrement, qu'aucun député ne l'ait obligé à s'excuser, et deuxièmement, que spontanément, il n'ait pas présenté des excuses. Et cette affaire est restée sur le plan politique où elle était. Et il est regrettable, en effet, qu'il ne se soit... Enfin, probablement, j'imagine que quelqu'un lui prépare des notes de réponse, etc. Voilà, et qu'il a lu la réponse qu'on lui avait préparée. J'en sais rien. Mais enfin, c'est dommage, c'est vrai. Il n'avait même pas le bénéfice de l'improvisation. Et je m'attendais vraiment, car nous vivons sous un prince ami des lettres et des arts, et je m'attendais à ce que le président de la République lui compose, peut-être en vers, ça aurait pu faire l'objet d'un joli quatrain, lui compose une réponse et qu'il vienne dire, voilà, je me suis trompé, il s'en serait bien tiré. Pas du tout. Mais en outre,
sauf erreur, et je demanderai aux auditeurs qui ont suivi cette affaire s'ils ont une référence qui contredit mes propos, sauf erreur, il n'y a même pas eu une seule question écrite de député. Oui, ce qui prouve que l'ensemble, je voudrais pas dire de mal personne, mais enfin, Allez-y. que l'ensemble de la classe politique n'a peut-être pas la hauteur de, je dirais pas de vue, mais d'au moins De culture. de documentation, enfin, ou qu'on pourrait lui supposer. Et le Premier ministre de la France, comme ils disent, a dit cela Non, mais c'est pendant triste. la commémoration du bicentenaire. Oui, mais ça continue, c'est l'élaboration du mythe. C'est l'élaboration du mythe. Régine Pernoud, vous Oui, il y a deux passionnez nos questions auditeurs. d'auditeurs et d'auditrices qui se chevauchent un petit peu d'ailleurs. Il y a un auditeur qui s'interroge sur la physiologie des filles de 12 ans au XIIe siècle et qui voudrait que vous lui expliquiez comment on pouvait se marier aussi jeune à cette époque, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est rarement nubile à cet âge. Et une auditrice pense que c'est peut-être lié au fait qu'à cette époque, la moyenne d'âge de la vie était de 30 ou 32 ans. Et elle pense qu'il n'était donc pas choquant que de très jeunes filles se marient à 12 ans. Il y a même eu des cas, quelques cas de mariage à 11 ans. Mais je pense que d'abord on se fait des idées sur le développement physiologique des filles à cette époque, qui devait être à peu près comme aujourd'hui. Parce que on ne se rend pas compte, on juge le degré de force ou de développement de l'individu d'après ce qu'il a été après les grandes catastrophes du XIVe siècle. Au XIVe siècle, on voit successivement la grande famine de 1315-1317 qui déjà produit un affaiblissement de la race générale. Il y a eu ensuite la peste de 1348, il y a la famine et la misère des campagnes, et à ce moment-là, on constate qu'un homme de 46 ans, un homme de 50 ans, le malheureux roi Charles VI, sont considérés comme des vieillards. Mais au XIIe, XIIIe siècle, c'est juste le contraire. On a des cas de longévité qui sont stupéfiants. Raymond de Peñafort, on sait qu'il a vécu exactement de 1175 à 1275, exactement. Gilbert de Sempringham, Joinville écrit ses mémoires, il avait plus de 90 ans, et Dieu sait que sa mémoire fonctionne bien, n'est-ce pas, à ce moment-là. Et à ce moment-là, il fonçait en tête de ses troupes. Et par ailleurs, Philippe Auguste, lui aussi, fonce en tête de ses troupes à 14 ans. Et Baudouin de Jérusalem, on le voit à 13 ans, faire partie d'une expédition et la diriger, en partie. Il y a un développement plus rapide, plus complet, et il y a une grande vigueur de la race jusqu'au XIVe siècle. Ce que vous dites là est totalement révolutionnaire et doit hérisser le poil également des écologistes. Car alors, ça n'est pas l'électricité, le chemin de fer, ni l'atome qui ont affaibli au XIVe siècle. Non. Voilà. Non. Certainement pas. Eh bien, c'est Mais intéressant. le XIVe siècle est une époque de catastrophe naturelle et la race s'affaiblit très certainement à ce moment-là. Autrement, nous avions affaire. Ce qu'il y a, quand on compte les naissances, beaucoup d'enfants, il y a une très grande mortalité infantile. Mais ça a duré jusqu'au XXe siècle, hélas, la mortalité infantile. Là, il faudrait plutôt vous adresser à ma belle-sœur Laurence Pernoud qu'à moi. Mais enfin, la mortalité infantile, celle des
tout petit bébé reste très grande, mais elle restera très grande, encore une fois, à travers les temps et jusqu'à notre époque, pratiquement. Tout ce que... Alors, si on fait une moyenne, bien sûr, ça fait baisser les moyennes de compter 5-6 enfants morts en bas âge, bien oui, bien sûr. Et ça, il y en avait beaucoup dans les familles. Autrement, les gens qui passaient ce cap de la petite enfance et qui vivaient normalement d'une époque de grande alimentation carnée, par exemple. Pourquoi y a-t-il un moulin à moutarde pour 2 moulins à blé? C'est qu'on en mangeait de la moutarde. La moutarde, ça se mange pas tout seul, ça se mange avec la viande. Pourquoi est-ce que la viande vivenda, ça veut dire ce dont on vit, ce qui fait vivre, c'est la nourriture normale à cette époque. Et c'était alors que le paysan du XVIIIe siècle, lui, n'en mangeait pas souvent, ni du XIXe. Vous êtes absolument révolutionnaire au sens où la révolution me plaît. Moi, je suis une pauvre petite archiviste de rien du tout qui ne connaît que ses archives. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, avoir passé 30 ans aux Archives nationales, oui, ça marque. Et avoir travaillé toute sa vie sur du document, pas sur les autres historiens, non, sur le document, sur les historiens de l'époque. Par exemple, sur Anne Comnène, car vous l'avez remarqué, Jean Topard nous a lu des passages d'Anne Comnène. Quelle est la première, à qui devons-nous la première histoire de la première, disons, croisade, entre guillemets, à une femme, une historienne, et non pas un historien. Il y a d'autres questions d'auditeurs. Une auditrice dit qu'il a été déclaré au concile de Nicée en 800 que la femme était une animacula. Si c'est animacula, c'est pardonnable. Animalcula, ça serait plus embêtant. Je voudrais bien avoir la citation exacte. De toute façon, petite âme, c'est joli, c'est douchka en russe. C'est très très beau ça. Et il y a un auditeur, contradicteur habituel, qui aimerait que Madame Pernou nous dise si le sac de Byzance fut un pèlerinage ou une équipée militaire. Elle semble nous dire que les croisades furent des promenades uniquement saintes et désintéressées. Là, évidemment, je n'irai pas dire que ce fut uniquement saint et désintéressé. Bohémond de Tarente n'avait qu'une sainteté, mon Dieu, très vague, et il était fortement intéressé. C'est évident. Quant au sac de Byzance, ce n'est ni une promenade militaire, ni une action sainte, mais c'est une merveilleuse opération commerciale de la part des Vénitiens. Les croisés, eux, se sont peut-être pas bien rendus compte de ce qu'on leur faisait faire, mais les Vénitiens savaient parfaitement où ils emmenaient les croisés. Ça, et ces braves gens de croisés qui se sont trouvés pas assez nombreux pour payer leur passage, ont d'abord été l'armée de Venise pour aller assiéger Zara, ils se sont fait excommunier, et puis ils ont une première fois reconquis Byzance pour l'empereur, le jeune empereur, fils de celui qui avait été détrôné et aveuglé suivant les méthodes byzantines d'alors, et ils l'ont une première fois reconquis pour lui, puis le personnage, l'empereur Alexis II, ne tenant pas ses engagements, ils ont refait le sac, et cette fois ça a été à leur usage. Non. Il est impossible d'approuver le sac de Byzance de 1204, c'est absolument évident, personne, mais c'est ainsi. Et d'ailleurs, nombreux sont les écrivains du temps qui montrent sans aucune peine que, au contraire, cette conquête de Constantinople n'a fait par la suite que paralyser et disperser les efforts des croisés. Et on n'a plus reconquis Jérusalem, on ne l'a pas reconquise au XIIIe siècle. C'est évident. Elle avait été perdue en 1187. Elle est restée
pendant très peu de temps, l'empereur Frédéric II a cru l'avoir reconquise. Ça a duré 15 ans et c'est tout. L'ardeur première n'y était plus. Et la prise de Constantinople a marqué lourdement, durement le reste la suite du royaume de Jérusalem. Il reste que le monde est resté encore suspendu à cette idée de la reconquête de Jérusalem. Et encore au XIVe siècle, il y a eu l'épopée de Pierre Ier qui a cru de bonne foi arriver à rassembler les princes chrétiens et qui lui-même a tenté une équipée qui était un exploit, mais sans lendemain. D'autres questions, Sylvie? Oui. Ensuite, le royaume de Jérusalem s'est poursuivi, enfin le dérisoire titre de roi de Jérusalem s'est transmis au roi de Chypre et aux reines de Chypre. Et c'est par les femmes que au XIVe, au XVe siècle encore, était porté ce titre de reine de Jérusalem. Et la dernière est une femme, Catherine Cornaro. Vous écoutez Radio Courtoisie, 95,6 MHz, et nous sommes autour de Régine Pernoud qui vient de publier La femme au temps des croisades chez Stock, avec Sylvie Dervin qui vient également de publier chez Stock La cendre et le jasmin, et avec ces deux écrivains de la femme, Jean Topard et moi-même, Jean Ferré. Il y a une question qui m'intéresse. Un auditeur suggère que si en ce moment on ne tient pas à amplifier les droits de la femme, c'est peut-être dû au fait qu'on est dans une époque d'islamisation forcenée. Et moi, je voulais justement vous poser une question, puisqu'il y a des historiens qui pensent que la naissance de la courtoisie au XIIe siècle français vient d'une influence arabo-andalouse. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Ça, c'est une hypothèse qui a été examinée, réexaminée. Mais déjà, Henri Marou, dans son étude très approfondie sur les troubadours, montrait que non, que quand on examinait à fond, il n'y a pas d'influence arabe. J'en ai parlé une fois longuement avec Henri Corbin, qui était un spécialiste du monde arabe, qui m'a dit, mais il n'y a rien de plus antinomique. Oui. De la mentalité un petit peu le arabe et musulmane que le culte, que la courtoisie. Pour le musulman, et il met son honneur à être vraiment seul et unique possesseur de sa femme, possesseur. Hein, c'est très... Oui, mais c'est très grave. C'est un petit peu le sentiment que j'avais, mais je préférais avoir la confirmation d'une historienne. Il y a aussi un auditeur qui demande quelque chose à quoi je pense que vous avez à peu près répondu. Il voulait savoir si les exemples de grande longévité étaient des exceptions ou si les archives vous permettaient de dire que c'était relativement courant à cette époque. Non, c'était comme à notre époque. Je viens malheureusement d'apprendre la mort d'une jeune femme de 42 ans, oui, mais je sais bien qu'il y a une espérance de vie pour la femme, je ne sais pas, oui, plus de 80 ans maintenant. Voilà, qu'aujourd'hui c'est jusqu'à 80-81 ans, ce qui me fait personnellement le plus grand plaisir, étant donné mon âge, n'est-ce pas? Mais, mais on a des cas absolument certain de grande longévité au XIIe et XIIIe Simplement, siècle. je crois qu'effectivement, les risques de mourir en très bas âge ou par la suite par des accidents mortels étaient peut-être plus grands ou par maladie, donc ça fausse les statistiques. C'est vrai oui, et puis également, il est évident que notre époque est l'époque d'extraordinaires progrès médicaux.
Je trouve que c'est fabuleux. C'est presque comme les explorations spatiales. C'est très récent d'ailleurs, ces progrès de la longévité. Il y a beaucoup de gens qui constatent qu'un homme de 75 ans aujourd'hui, ça correspond à un homme d'une cinquantaine d'années entre les deux guerres. Donc c'est très très récent. Oui, c'est ça. Oui, c'est assez récent. Mais enfin, nous assistons. Nous vivons une époque, personnellement j'aime beaucoup mon époque, et je trouve que nous vivons c'est formidable, on va écrire très très longtemps encore, voilà, c'est merveilleux. Point de vue, magnifique. Et ça me paraît évident. Mais cela dit, il ne faut pas confondre, c'est absolument comme si on confondait, voyez, la longévité au 19e et au 20e siècle n'est pas la même. Et elle n'était pas la même non plus au 13e et au 15e siècle. Il y a de grosses différences suivant les époques. Mais je comprends les réactions des auditeurs parce que ce que vous dites est tellement le contraire. Oui, de ce qu'on nous a appris. De ce qu'on nous a appris et de ce qu'on nous serine. Ils sont bouleversés. Ce qu'on nous serine, car si les Français moyennement cultivés, simplement ceux qui ont des diplômes d'études supérieures, savaient ce que vous venez de dire, M. Rocard aurait déjà fait des excuses. Et ça prouve que ceux-là ne le savent pas, et que M. Rocard a pu dire ça, que c'est au journal officiel. Et ça, je le tannerai pendant des années, et je veux vraiment qu'il fasse des excuses un jour, parce que c'est tellement monstrueux, d'abord de prétention, d'ignorance, et puis de se dire, bon, ça n'a aucune importance, ça ne met rien en cause. Imaginez qu'il ait tenu un propos outrageant, par exemple, l'histoire des Juifs, comme il a outragé l'histoire des chrétiens avec ce qu'il a dit ce jour-là. Mais ce serait déjà Ce serait un tollé. Ce serait un tollé. Alors moi, je lui demande, bon, pas de se mettre à genoux, mais je voudrais bien quand même que de la tribune de l'Assemblée, il dise ce qu'il a à dire sur cette affaire. Et je veux croire qu'il a été mal renseigné par ceux qui lui préparent les... Il a peut-être eu le temps d'apprendre depuis. Et je rappelle aux auditeurs que pour 2,30 francs et le prix d'une enveloppe, ils ont un bulletin de vote, et qui serait peut-être intéressant, compte tenu de ce que vient de leur apprendre Régine Pernoud, qu'ils écrivent à M. Michel Rocard, Premier ministre, pour lui demander de bien vouloir publiquement dire qu'il s'est trompé lorsqu'il a proclamé que l'Église de France, pendant des siècles, avait discuté pour savoir si les femmes avaient une âme. Et puis, en attendant que M. le Premier ministre fasse amende honorable publique, il va répondre. Et j'aimerais bien que les auditeurs nous envoient une copie de cette lettre, car peut-être que la timidité empêche le Premier ministre de dire ça publiquement, mais moi je me ferais un plaisir de pallier les carences que l'émotion de son émotion pour lire à Radio Courtoisie et très respectueusement son texte dans lequel il demanderait pardon. Voilà, et l'histoire de France et les femmes et l'Église et la civilisation le souhaitent. L'histoire reste si mal enseignée. L'histoire reste enseignée de façon déplorable. Et pour une bonne raison, c'est que nous avons un système éducatif, bon, mais enfin, les programmes ont été fixés sous Jules Ferry, 1880. Ils ont évolué. Certainement, oui, du point de vue scientifique, technique, d'accord. Mais du point de vue de l'histoire et de l'intérêt apporté à l'histoire, pas beaucoup. Mais si je dois faire un aveu public, je dois dire que je n'ai fait l'école des chartes que... parce qu'on me disait que j'habitais Marseille à ce moment-là, j'avais fait ma licence classique parce que j'avais besoin et je voulais travailler, et je voulais devenir bibliothécaire. On me dit, il faut faire l'école des chartes.
Bon, je commence à préparer je me procure les programmes, etc. Je commence à préparer mon concours. Là-dessus, on m'apprend qu'à l'école des Chartes, on étudiait le Moyen-Âge. Je me suis dit, mais c'est une catastrophe. J'ai failli arrêter à ce moment-là. Oh, quel malheur. Oh, c'est ce que Ça je me aurait dis été. tous les jours. Oh. Mais je me vois encore sur les allées de Meillan, lisant ça, et me disant, mais enfin, je vais pas passer 3 ans à étudier le Moyen-Âge, une époque qui n'a aucun intérêt, absurde, ridicule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Antiquité, ou alors la Renaissance, d'accord, mais je vais pas perdre 3 ans de ma vie. Et puis, j'avais déjà posé trop de jalons, tout était en place, tout ça. Bon, j'ai quand même préparé l'école des Chartes, mais j'y suis entré la mort dans l'âme. Et ça n'est qu'à la 3e année que j'ai commencé à me dire, mais enfin, tout ce que j'ai appris est passionnant. Personne ne sait, je n'en savais absolument rien, personne ne m'en avait rien dit. Pourquoi ne m'avait-on jamais parlé de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne m'avait jamais parlé de ce qu'a été même l'art roman et l'art gothique, les cathédrales en France? Personne ne m'avait jamais dit que c'était beau et que l'art des 12e, 13e était quelque chose de beau. Et de même, j'avais été passionné des cours d'histoire du droit. C'est ce qui m'a incité à continuer, et je n'ai jamais cessé de travailler l'histoire du droit médiéval. Et rien ne m'intéresse plus que quand François Garnier, par exemple, me montre des manuscrits juridiques qui sont tellement passionnants et admirablement illustrés, et je trouve tout ça passionnant. Et ensuite, c'est ce qui m'a ouvert le Moyen-Âge, mais j'ai eu vraiment l'impression qu'on m'ouvrait des fenêtres sur des paysages inconnus. Et ce que vous avez fait pour Jeanne d'Arc témoigne de cette nécessité de nouveauté. Car si vous aviez répété ce qu'on disait sur Jeanne d'Arc, elle n'aurait peut-être pas survécu dans une France déchristianisée, et elle ne serait peut-être pas devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire une propriété nationale. Elle ne l'était pas. Non, c'est-à-dire, quand on m'a parlé de Jeanne d'Arc et demandé un article sur Jeanne d'Arc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au texte. Habitude de chartiste. J'ai cherché dans le Quicherat le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. J'ai ouvert ce procès de réhabilitation et je ne l'ai jamais plus refermé parce que, évidemment, c'est trop passionnant, c'est trop extraordinaire, c'est trop prenant. Mais, rendant quand même hommage, Jules Quicherat, directeur de l'école des Chartes, a publié en 5 volumes toute la documentation sur Jeanne d'Arc. Or, il était férocement athée et anticlérical. Et après, il s'en est plus ou moins mordu les doigts, mais enfin. Et qui a introduit Jeanne dans l'histoire, et tout de même de façon magnifique, Michelet. si ce n'est Jules Michelet. Et il faut dire que Jules Michelet, à ce moment-là, était archiviste. Garde des archives, comme on disait. Enfin, une enfant de 12 ans, une toute jeune fille, confondant les voix de son cœur avec les voix du ciel. Oui, c'est charmant. Mais j'ai dit l'autre jour, en votre absence, et je le redis, qu'il y avait 3 grands noms dans l'histoire de Jeanne d'Arc. C'était Quicherat, Brasillac et Régine Pernoud. Écoutez, vous me faites infiniment d'honneur, mais mon Dieu, si je n'avais pas eu Quicherat, je n'aurais pas pu... si, je serais peut-être allé lire les manuscrits par curiosité, mais quand même, c'est autre chose de les avoir à sa disposition publiés. Il y a de nombreux messages d'auditeurs, signe qu'on est très écouté. Une auditrice enseignante a souvent donné des textes de Régine Pernoud à étudier à ses élèves. C'est très gentil. Tout n'est pas Merci. perdu. Et surtout, je suis très fière quand je sais que j'ai pu aider les enseignants.
Il y a plusieurs auditeurs qui remercient Jean Ferré d'être fidèle au poste en ce lundi de Pâques et d'être fidèle à sa mission. Comment aurais-je pu manquer le bonheur de cette réunion? C'est très, très gentil. Je peux en dire autant. Il y a plusieurs questions pour Régine Bernoux. Un auditeur aimerait avoir votre avis sur l'ouvrage de Taine, Les origines de la France contemporaine, qui fut décrié par certains. Et il y a une autre question. On vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on mette, enfin, qu'on ait mis Anne de Bretagne dans le lit de Charles VIII, étant donné qu'on avait fait annuler le mariage du roi de France avec Marguerite d'Autriche, et on a recommencé cette chose avec son successeur. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Oui. Mais sur Taine, je suis beaucoup plus intéressé Mais Taine, par oui, c'est Taine, intéressant. Sur Votre opinion Les sur origines les de la origines. France contemporaine. contemporaine, mon Dieu, j'ai lu ça, mais c'était il y a vraiment très longtemps. Ah, ça n'est pas Mais- un des livres qui vous ont marqué? Non. Taine. Ça, c'est merveilleux. Ce qui prouve que moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas relu. Par rapport à la Révolution, c'est un livre à relire, vraiment. Je l'ai pas relu depuis Ce qu'on 10 ans, raconte en ce mais ce qu'il a écrit, il a des écrits sur l'art admirables. Oui, c'est vrai, autrefois admirable. j'avais lu à Pamplotté écrit Et- sur l'art, il me semble. Et je suis heureux de ce que vous dites, car ça prouve à quel point vous vous êtes détaché du 19e siècle. Et ça prouve à quel point vous êtes passé par-dessus. J'espère. Elle a enjambé. J'espère. On peut peut-être lire un extrait de Vous savez. La femme au temps des Mais- croisades. Oui, alors Jean Topard, à vous. Un personnage. J'aime mieux lire Anne Comène, remarquez. Un passage. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du roi, de ce jeune roi adolescent qui était Baudouin IV. Oui. Et je vais lire un petit Ah, passage roi des- que j'ai trouvé très, très beau. À la même date, le royaume de Jérusalem était, lui aussi, près de sa fin. Le roi Amaury était mort une dizaine d'années plus tôt, le 11 juillet 1174, d'un accès de dysenterie. Et son jeune fils, Baudouin IV, avait été reconnu roi et consacré 3 jours plus tard dans la basilique du Saint-Sépulcre. Il avait 13 ans. Dans son enfance, il était très beau, prompt et ouvert, et chevauchait très bien, mieux que son père. Il avait une très bonne mémoire, il savait assez les lettres et il retenait les histoires et les racontait très volontiers. Guillaume de Tyr, à qui son éducation avait été confiée, décrit dans les termes les plus favorables ce jeune homme si doué. Avec une grande tristesse aussi. Il raconte comment il s'était rendu compte, Baudouin étant encore enfant, qu'il était lépreux. En le regardant jouer avec d'autres enfants, il s'était aperçu que Baudouin ne ressentait aucune douleur aux bras et aux mains lorsqu'il s'égratignait en jouant. L'ayant examiné plus attentivement, il constatait que le tissu graisseux qui précède la lèpre avait déjà envahi ses mains et ses bras. Rien ne put enrayer les progrès de la terrible maladie. Le règne de Baudouin IV ne devait être qu'une longue agonie. Et cet adolescent mort à 24 ans allait pourtant remporter les dernières et les plus étonnantes victoires du royaume de Jérusalem. Et cela contre un adversaire tel que Saladin. Entre autres, celle de Montgisard, où le 25 novembre 1177, 300 chevaliers mirent en fuite et acculèrent à la débâcle les armées turques en dépit de leur effarante supériorité numérique, y compris les 1000 mamelouks qui entouraient Saladin. Le roi avait alors 17 ans. Journée épique que les chroniqueurs racontent en termes enthousiastes. Ainsi, Michel le Syrien, patriarche de l'église jacobite qui fut témoin des événements. Tout le monde, écrit-il, avait perdu espoir car le mal de la lèpre commençait à paraître sur le jeune roi Baudouin qui s'affaiblissait et dès lors chacun tremblait. Mais le Dieu qui fait paraître sa force dans les faibles inspira le roi infirme. Le reste de ses troupes se réunit autour de lui
Il descendit de sa monture, se prosterna la face contre terre devant la croix et pria avec des larmes. À cette vue, le cœur de tous les soldats fut ému. Ils étendirent tous la main sur la croix et ils jurèrent de ne jamais fuir et, en cas de défaite, de regarder comme traître et apostat quiconque fuirait au lieu de mourir. Ils remontèrent à cheval et s'avancèrent contre les Turcs qui se réjouissaient, pensant avoir raison d'eux. En voyant les Turcs, dont les forces étaient comme une mer, les Francs se donnèrent mutuellement la paix et se demandèrent les uns aux autres un mutuel pardon. Ensuite, ils engagèrent la bataille. Au même instant, le Seigneur souleva une violente tempête qui enlevait la poussière du côté des Francs et la jetait au visage des Turcs. Alors, les Francs, comprenant que le Seigneur avait accepté leur repentir, prirent courage, tandis que les Turcs tournaient bride et s'enfuyaient. Les Francs les poursuivirent, tuant et massacrant toute la journée. Jamais Roland et Olivier n'avaient fait tant de prouesses à Roncevaux que ce jour-là, avec l'aide de Dieu et de Monseigneur Saint-Georges, qui fut au combat avec nous. Quel beau texte, et comme vous donnez à l'histoire sa vie, sans transiger sur le document. C'est ce qui est merveilleux dans vos écrits. C'est qu'on a le sentiment que vous n'avez jamais molli quant à la nécessité de vous arc-bouter sur un document, sur une date, et malgré cela, il y a une fluidité merveilleuse. Tout change, vous comprenez, quand on se reporte au document. Tout redevient vivant. Moi, on m'avait appris l'histoire de Jeanne d'Arc quand j'étais enfant, et ça ne m'avait pas intéressé. Non, pas du tout. Mais quand j'ai ouvert, encore une fois, ce procès de réhabilitation, tout, c'est la vie même. Quand on entend parler les petites gens d'Ormy, puis les seigneurs qui ont combattu avec Jeanne, puis les anciens assesseurs qui survivaient, qui l'avaient examiné au procès, etc., c'est la vie même. Comme ce texte de Michel Le Cyrnien que vous venez de lire, et qui est tellement... c'est absolument enflammé et c'est vécu. C'est vécu. Tout change et au fond, c'est la seule chose que j'essaye de faire dans mes ouvrages, c'est d'offrir au lecteur le maximum de documents du temps. Il est difficile au lecteur de se reporter lui-même aux historiens des croisades, et les documents du temps ont besoin en général d'être adaptés enfin comme transcrit dans un français acceptable, moderne. C'est la seule chose que je me permette de faire. Autrement, c'est le document que je lui offre, rapprocher le document du lecteur. C'est ça pour moi l'histoire. Quelle réussite. Mon Dieu, ne me dites pas ça. Il y aurait eu tant d'autres choses à faire. La réussite est attestée par le fait que vous êtes le seul historien médiéviste dont les livres soient des best-sellers. Il y a d'autres médiévistes, mais les livres ne sont pas des best-sellers. Oui, mais enfin, je connais beaucoup de médiévistes, je ne sais pas moi, Pierre Richer, Michel Mola et beaucoup d'autres qui sont eux aussi, enfin qui sont des médiévistes sérieux. Mais je ne les critique pas, mais ils n'ont pas mis l'histoire en grande circulation, ce que vous avez fait sans transiger sur rien. C'est ça la merveille. Et oui, merci. Mais je suis heureux de vous le dire. Il y a un message urgent
à transmettre à Jean Ferré, qui vient d'un auditeur du cabinet du Premier ministre. Monsieur Ferré fait tenir au Premier ministre des propos diffamatoires, qu'il fasse attention, qu'il explique ses propos, sinon il sera traité durement. Eh bien alors, je n'ai pas... La seule chose que je n'ai pas en main, c'est la date. Du discours du Premier ministre, car un membre du cabinet du Premier ministre me met en demeure de m'expliquer. Alors, je ne peux pas dire exactement quelle est la date. J'ai le journal officiel chez moi, dans mes archives. À la date près, à ce détail près, j'affirme sur l'honneur que le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale, lisant un texte, c'était un mercredi après-midi, une séance publique, je l'ai donc vu à la télévision. Car je ne voudrais pas que ce membre du cabinet du Premier ministre, que je salue et pour qui j'ai beaucoup de respect, pense que j'ai du temps à perdre et je me rendrai à l'Assemblée. Non, j'ai vu à la télévision, donc nous avons été nombreux en France à voir. Le Premier ministre lire un texte, c'était au moment de l'affaire des voiles islamiques. Il voulait justifier la sottise et l'abrutissement de certains devant cette affaire pour dire toutes les religions ont aussi des choses à se reprocher, la preuve, et il a lu, et j'affirme sur l'honneur que le texte que je dis, je le connais par cœur, est le texte d'origine. Les docteurs de l'Église en France ont discuté pendant des siècles sur le point de savoir si les femmes avaient une âme. Je l'affirme sur l'honneur. Je reste persuadé qu'il s'agissait de notes qui lui avaient été préparées Il lisait. par un secrétaire Et ce que vous chef avez de appelé cabinet, propos etc. diffamatoires, c'est effectivement le fait que dire cela, c'est diffamatoire pour l'Église catholique et la chrétienté, puisque c'est faux. Pour les femmes et pour la civilisation. Et que je serais tout à fait ravi si le Premier ministre présentait des excuses, et je serais très heureux. D'abord, je remercie ce membre du cabinet du Premier ministre de son appel. Il est bien placé pour informer son patron de la situation, et c'est avec joie que je rendrai au Premier ministre l'hommage qui lui sera dû le jour où, sur cette affaire, il se conduira noblement. Régine Pernoud, à quelle heure voulez-vous nous quitter ? C'est la question. Hélas, il faut que je sois chez moi absolument à 8h. Car ensuite, nous allons parler du livre de Sylvie. Dont Je regrette beaucoup de ne pas être là pour en parler parce que je dois lui dire mon admiration. Elle a vraiment l'étoffe d'une très grande romancière, je trouve. Je suis vraiment infiniment Très touchée grande. que vous me disiez cela. J'ai vraiment beaucoup admiré. Si vous voulez, c'est le contraire vous êtes romancière et je suis historienne, mais on sent quand il y a l'étoffe du vrai et de la vraie romancière. Et c'est le sentiment que j'ai eu en la lisant, tellement que j'ai cru qu'elle avait passé sa vie plongée dans les anciennes chroniques chinoises, et j'admirais son érudition. Mais je ne suis pas une érudite, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. C'est que pour moi, et c'est pourquoi je posais cette question tout à l'heure sur le roman, l'écriture romanesque est un chemin de connaissance. Et c'est parce que je suis romancière et que de temps en temps je m'interroge sur des choses que je ne comprends pas, qu'au bout du chemin du roman, j'ai l'impression d'en savoir un petit peu plus. Au fond, tout ce que je sais sur les relations entre les humains les uns avec les autres, je l'ai appris dans les romans et je l'ai vérifié ensuite dans la vie. Donc l'époque où on a interdit aux femmes de lire des romans, je crois que ça n'était pas par hasard. En même temps, on leur interdisait un certain chemin d'accès à la connaissance. Je crois que mon copain Bonaparte, dans les instructions qu'il a données à la superintendante de la Légion d'honneur, n'a rien fait pour activer la lecture des romans. Non, parce que c'est subversif, la littérature. Vous restez quand même 7 ou 8 minutes. Car j'ai quelques questions. Nous avons une césure de 2 minutes à 19h30. Et je souhaiterais vous poser quelques questions après cette césure. Vous n'aurez pas le temps d'y répondre avant. Est-ce que Jean Topard, vous auriez une question à poser à Régine Pernoud après tout ce que vous venez d'entendre ? Non, je l'entendrai bien longtemps encore.
Ah oui, c'est merveilleux. Il faudra qu'un jour vous nous donniez 3 heures, car vous êtes inépuisable. Et je vois par instant à certaines questions que vous aviez des réponses depuis longtemps et Oui. que vous manquez la question. Et vous nous apportez les réponses, et je crois que peut-être nous vous aidons un peu en vous apportant les questions. C'est très juste, c'est très vrai. Je suis ravi d'avoir l'occasion de dire ce que vous me faites dire. Il y a énormément de questions d'auditeurs d'ailleurs qu'on n'a pas eu le temps de voir. On vous félicite beaucoup pour l'émission. Il y a une auditrice qui voulait savoir ce que vous pensiez de l'affirmation selon laquelle dans les siècles passés les Français ne voyageaient pas. Je crois que vous avez Alors qu'au déjà Moyen-Âge, les routes fourmillaient de mon... On vous demande aussi ce que vous pensez de la Pucelle de Hubert Montayet. La justesse de... La Pucelle, c'est un roman qu'a publié Hubert Montayet il y a 2 ou 3 ans, je crois, sur Jeanne d'Arc. Montayet. Oui. Oui. Je m'entends pas sans parler. Monsieur Montayet était venu jusqu'au centre Jeanne d'Arc. Mon assistante et moi très bien reçus. Mais quand il voulait voir le procès de canonisation, il était très critique sur ce procès de canonisation de Jeanne d'Arc, savoir ce qu'il y a dedans. Bon, très volontiers, nous avons commencé à empiler sur son bureau les 17 volumes d'enquêtes publiés par la Sacrée Congrégation Vaticane sur les enquêtes de la canonisation de Jeanne d'Arc. Et il me semblait qu'il faiblissait au fur et à mesure que les ouvrages Mais vous avez raison de ne pas vouloir répondre. Oui, alors il a dit, oh mais non, au fond c'est vrai, ça ne me servira à rien parce qu'elles sont sûrement en latin. Mais non, pas du tout, vous voyez, toutes les enquêtes sont publiées en français ou en italien, dans la langue originale. Ah bon. Et puis il est parti en disant qu'il reviendrait. C'est curieux, il a peut-être oublié. Je vous sais gré de ne pas répondre à la question parce que Hubert Montayet nous a fait l'honneur de venir à Radio Courtoisie plusieurs fois et que l'usage est d'être particulièrement gentil pour ceux qui nous honorent de leur visite. Nous faisons la très courte pause technique. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Jean Ferré, document d'archives de Radio Courtoisie du 16 avril 1990, diffusé vendredi 18 mai 2018 de 18h à 21h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir, nous nous retrouvons autour de Régine Pernoud qui vient de publier La femme au temps des croisades chez Stock, avec Sylvie Dervin qui a publié, je répète que c'est par hasard, chez Stock aussi, La cendre et le jasmin, et nous sommes avec Jean Topard. Continuons ce merveilleux entretien dont nous devons le bonheur à Régine Pernoud. Voici quelques questions pour vous. Alors, une question très pratique. Dans la série Couleurs du Moyen-Âge, les tomes 2 et 3 sont-ils parus ? Les couleurs du Moyen-Âge, Oui. il a paru chez Slatkin Champion. Bien. De... C'est la réponse alors. Il y a un auditeur qui veut savoir. Non, les 2 et 3 n'ont pas paru. Non. Non, je ne sais pas si Slatkin va donner suite à la collection. Un autre auditeur vous demande ce que vous pensez de l'œuvre de Brasillac sur le procès de Jeanne d'Arc. Alors, c'était tout à fait remarquable, épuisé au texte. C'est ça qui est important. Et il y a un jeune homme qui demande ce que le monde arabe a apporté à la civilisation occidentale. L'influence arabe. Oui, ce que le monde arabe a apporté à la civilisation occidentale, c'est un peu vague. Il a apporté, je crois, énormément du point de vue philosophique.
il apparaît certain que la redécouverte d'Aristote est due à la philosophie arabe. C'est à travers les Avicennes et les Averroès que l'Occident a redécouvert Aristote. Les Arabes ont trouvé eux-mêmes les textes d'Aristote dans les bibliothèques où elles étaient conservées, en Syrie, en Égypte et ailleurs. Mais il est très vrai que ça a été une redécouverte et que Aristote, à travers Avicenne ou Averroès, a joué à peu près le même rôle que Hegel, par exemple, dans la civilisation jusqu'à notre temps, quoi. Et c'est ça essentiellement. Mais je crois qu'il serait tout à fait vain d'y chercher une influence sur d'autres matières culturelles, en particulier sur la poésie ou la musique. Et un auditeur voudrait connaître votre bibliographie sur Jeanne d'Arc. Sur Jeanne d'Arc. Tous les titres que vous avez publiés sur Jeanne d'Arc. J'ai publié plusieurs ouvrages, mais le plus complet est celui que j'ai fait avec Marie-Véronique Klein, qui était mon assistante au Centre Jeanne d'Arc, et qui s'appelle Jeanne d'Arc, tout simplement, chez Fayard, et qui a paru il y a 3 ans. Le courrier à destination de l'hôtel Matignon est exempté d'affranchissement, contrairement à la grave erreur commise par Monsieur Ferré. Donc voilà, ça coûte encore moins cher que nous ne pensions. Ça coûte encore moins cher pour écrire au Premier ministre. Et je viens de recevoir par une auditrice la précision qui manquait. C'est le 8 novembre à l'Assemblée nationale qu'a eu lieu la très belle déclaration du Premier ministre, que j'ai eu l'honneur de réciter, et cette auditrice dit que j'ai commis une petite erreur. Dans ma mémoire a commis une petite erreur. Il n'a pas dit si les femmes avaient une âme, mais si les femmes ont une âme. Il a dit les docteurs de l'Église en France se sont interrogés pendant des siècles sur le fait de savoir si les femmes ont une âme. C'est-à-dire qu'en plus... On pourrait considérer que la question n'est pas close. Voilà. Régine Pernoud, je vous ai dit que moi j'avais une question importante à vous poser. Elle pourrait se résumer en ceci, ma question, ou c'en est le titre si vous souhaitez, une question qui résumerait ce que je vais très sommairement vous développer. Est-ce qu'il reste un avenir pour le Moyen-Âge ? Je veux dire, en prenant Jeanne d'Arc et puis tout le reste, est-ce que vous envisagez la possibilité, je ne parle pas de vos espérances, ni de vos rêves, mais est-ce que vous envisagez la possibilité, c'est-à-dire subodorez-vous qu'il y a en tel ou tel lieu des documents qui vous permettraient, qui nous permettraient d'en savoir bientôt beaucoup plus sur Jeanne d'Arc? C'est la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, est-ce que, selon ce que vous savez, il y a actuellement dans le monde des équipes qui travaillent sur tel ou tel point du Moyen-Âge et qui puissent faire surgir des nouveautés? J'en reviens donc, je résume. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour le Moyen-Âge? Eh bien, je crois et je suis persuadé que l'intérêt actuel se fait de plus en plus perçant, dirais-je, à propos du Moyen-Âge. Je suis stupéfaite moi-même de voir, si vous voulez, les progrès du public. Quand j'ai commencé à faire des conférences il y a très longtemps, j'avais toujours des contradicteurs sur le Moyen-Âge, tandis qu'à présent, presque toujours, on me pose des questions, et des questions qui m'obligent à aller plus loin. J'ai parlé au Mans de questions du Moyen-Âge il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. J'ai été stupéfaite de la qualité du public, n'est-ce pas? Donc il y a un public qui s'intéresse de plus en plus au Moyen-Âge. Et ce qui est magnifique, c'est de voir
avec quelle ardeur on mène des fouilles. Autrefois, faire des fouilles, il y a seulement 50 ans, c'était uniquement rechercher des choses de l'Antiquité, tandis qu'aujourd'hui, on fouille des habitats médiévaux, on fouille à Digne, on fouille l'ancienne cathédrale Notre-Dame-des-Dons, et on retrouve des quantités de choses. Et il se fait de plus en plus de travail d'archéologie. Or, beaucoup de jeunes sont intéressés par l'archéologie. Dans le courrier que je reçois, j'ai une lettre à laquelle je n'ai pas encore répondu, parce qu'il y a beaucoup dans ce cas-là, hélas. Mais enfin, quelqu'un qui me demande, pourriez-vous nous indiquer, nous sommes toute une équipe, nous voudrions en connaître plus sur la chevalerie. Qu'est-ce que nous pouvons lire comme livre pour savoir l'essence de l'engagement chevaleresque, etc. Et je crois qu'au contraire, la jeunesse a de plus en plus de curiosité de ce point de vue-là. Et chaque fois que j'en ai... à 2 reprises, j'ai retrouvé des personnes des jeunes qui étaient venus me faire signer des livres et qui m'ont dit, vous savez, je suis entré à l'école des Chartes, comme vous me l'aviez conseillé, des jeunes dont j'avais pu comprendre qu'elles étaient douées pour l'histoire et qu'elles s'intéresseraient forcément au Moyen-Âge. Eh bien, 2 d'entre elles sont entrées à l'école des Chartes, ce qui me fait plaisir. J'espère qu'à l'école des Chartes, de plus en plus, on va continuer à encourager, puisque c'est là qu'on étudie vraiment la discipline historique, les jeunes à travailler sur le Moyen-Âge. Pour ma part, ce que je peux dire aux jeunes, c'est travailler le Moyen-Âge, vous êtes sûr de faire des découvertes, parce que tout reste finalement à découvrir. Ce que je rassemble dans mes ouvrages, n'importe lequel de mes camarades chartistes aurait pu le dire aussi bien que moi, mais c'est parce que la curiosité ne s'est pas ouverte de ce côté-là. Or, elle s'ouvre de plus en plus. Regardez par exemple le succès de Jeanne Bourrin. Or, Jeanne Bourrin se documente remarquablement. Elle est très documentée et elle a le désir de se documenter très complètement sur chacun de ses ouvrages. Et moi, je trouve magnifique qu'on soit romancière, mais si l'on écrit sur le Moyen-Âge, que ce soit le vrai Moyen-Âge. Je n'en dirai pas autant de tous les gens qui écrivent des histoires sur le Moyen-Âge. Bon, enfin. Sylvie. Quant à ce qui concerne Jeanne d'Arc, Oui. je ne suis pas sûr qu'on retrouve des documents nouveaux. Je suis sûr, en revanche, que les documents qui nous permettent de la connaître, très complètement. C'est un des personnages de l'histoire qu'on peut le mieux connaître. C'est très rare. C'est même unique, un personnage qui aura passé 2 fois en jugement, une fois de son vivant, une autre fois après sa mort. On peut dire qu'elle a fait son propre portrait ressort de ses paroles au procès de condamnation, et ensuite on fait parler ceux qui l'ont fait vivre. Oui. Et les 2 coïncident. C'est un seul personnage. Un seul et lumineux personnage. C'est une chose prodigieuse, Jeanne d'Arc, pour un historien. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est unique, c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que c'est inépuisable. On s'aperçoit qu'il y a toujours un petit point qu'on n'a pas fini d'élucider, qu'on n'a pas vraiment compris, qu'il y a telle parole qui contenait, et combien de fois ce sont d'ailleurs des acteurs lisant des textes de Jeanne d'Arc qui m'ont fait me rendre compte, parce que vous savez, vous, extraire d'un texte tout ce qu'il contient. Je m'adresse là à Jean Topard, et je trouve magnifique. À plusieurs reprises, il m'est arrivé que, écoutant des acteurs lire une partie du procès de condamnation,
donc elle pensait à telle chose. On a le sentiment que vous reprenez les paroles que vous lisez et que vous les rendez dans toute leur vie, dans toute la vie qui les anime. Comme je regrette que vous ne restiez pas avec nous, car nous allons parler de la voix avec Sylvie Dervin et Jean Topard, et vous auriez à dire sur la voix. Il y a eu 2 messages concernant l'intervention de Michel Rocard à l'Assemblée. Alors, un auditeur qui nous donne la référence du texte. Le Premier ministre a dit « Les docteurs de l'Église en France ont discuté pendant des siècles pour savoir si les femmes ont une âme. C'était le 8 novembre 89. Il n'y a eu aucune réaction des évêques de France, mais protestation de 3 députés, messieurs Grillotret, Daugrey et Casperet. » Et Bravo. une auditrice signale à M. Ferré qu'on le soutiendra sur cette histoire et qu'il aura beaucoup de supporters. Alors Régine Bernoux, il y a beaucoup de questions pour vous, mais vous vouliez partir à 19h30, il est 19h45. C'est vraiment le devoir qui m'appelle. Oui, je vous laisse partir en vous disant un immense merci pour cette visite et que de grands remerciements. Nous comptons sur vous le plus tôt possible, Merci. car vous êtes un bonheur. Merci Avec Régine joie. Bernoux.